Les clients sont très créatifs. Si on les écoutait, je crois qu'on en serait à la 25e version du logiciel avec 25 fonctionnalités supplémentaires. Il faut aussi se poser la question du gain. Donc qu'est-ce qu'on a derrière à gagner si on déploie un projet d'innovation avec une start-up? Une fois qu'on a perdu la confiance, même si on règle le problème, on les a perdus. Il faut dire ok, j'y vais, je vais faire de la co-construction, mais je ne peux pas prendre tous les risques non plus de choisir cette solution si jamais elle n'est pas pérenne. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ce matin pour cette table ronde que nous allons démarrer sur le sujet de numérique IA, innovation, et le sujet est comment passer d'une bonne idée, d'un preuve de concept à l'industrialisation. Je m'appelle Christophe Campéry-Ginesté, je suis directeur d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Actantis et je suis heureux d'animer cette table ronde. Le sujet, c'est beaucoup d'entreprises effectivement ont de bonnes idées qui se découlent sur des preuves de concept, mais comment est-ce qu'on fait pour passer de cette bonne idée à un produit qui est industrialisable? On le voit beaucoup dans nos organisations. Beaucoup d'universités aussi ont des idées, des technologies qui sortent des laboratoires, mais très peu arrivent à maturité et à amener un produit commercialisable, et à peu près 50% des bonnes idées ne se transforment pas. Donc aujourd'hui, nous avons quatre experts du sujet, industriels, qui vont nous partager leur expérience, nous partager un petit peu leurs bonnes idées. C'est un petit peu l'objectif de cette table ronde, c'est comprendre un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les freins, et voir un petit peu comment est-ce qu'on pallie à ça. Je vais vous présenter nos intervenants, sans plus attendre. Bar Salavati, SNCF, qui est responsable du secteur Data 3D de la SNCF. Elle pilote des projets de valorisation de la donnée au sein du groupe SNCF Ferroviaire. Son expérience lui donne une vision concrète des défis pour passer d'une expérimentation innovante à une solution déployée dans une organisation de la taille de la SNCF. Il serait intéressant de voir comment aussi la réglementation peut influer sur le passage à l'échelle d'un sujet. Emmanuel Rousseau, CEO de l'ISATIC, en tant que dirigeant d'une entreprise innovante spécialisée dans la finance durable et l'innovation technologique. Il nous apportera sur le point de vue entrepreneurial, et Emmanuel expliquera aussi comment une entreprise peut faire passer un prototype ou une solution naissante du stade de POC à un vrai produit industrialisé. Clémence Guilleux, Innovation Project Manager chez DAER. Elle coordonne des projets d'innovation au sein d'un industriel de l'aéronautique et de la logistique, habitué à faire le lien entre la recherche de nouvelles solutions et leur implémentation sur le terrain, usine, chaîne d'approvisionnement. Elle partagera comment DAER intègre les POC prometteurs dans des processus opérationnels. Et enfin, Xavier Delourme, business developer chez TDF, expert en développement de nouveaux services dans les secteurs des infrastructures télécoms et médias. Il apportera la perspective du développement commercial sur comment convaincre et bâtir des offres pérennes à partir de preuves technologiques et les déployer à grande échelle chez les clients. Maintenant que vous connaissez nos experts, nous allons passer un peu dans le vif du sujet. Donc, la table ronde va s'organiser de la façon suivante. Je vais poser des questions assez généralistes à nos quatre intervenants, puis je vais focaliser spécifiquement sur chacun d'eux avec leur expérience métier. Et après, vous aurez une dizaine de minutes pour poser des questions à la fin de cette table ronde. Première question générale que j'ai envie de poser, c'est, à votre avis, pourquoi est-il souvent difficile de passer d'un POC réussi à un déploiement industriel à grande échelle? Et quels sont, selon vous, les obstacles que vous rencontrez pour faire ce passage à l'échelle? Emmanuel Rousseau, on démarre avec vous? Avec plaisir. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais aborder alors, à la fois comme fournisseur et comme dirigeant d'entreprise. Alors, en tant que fournisseur, donc avec des clients, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer d'un POC à aller industrialiser? Qu'est-ce que fait l'ISATIC? L'ISATIC, on loue des matériels informatiques à des clients et on a développé une application qui permet de mesurer le taux d'usage. Et en gros, c'est pour diminuer le taux de possession et éviter qu'il y ait des matériels qui ne soient pas utilisés. Et on travaille avec des clients grands, des ETI, on gère à peu près 60 000 postes aujourd'hui. Et la difficulté qu'on a rencontrée quand on a développé le logiciel, pour passer justement de POC à industrialisation, c'est d'avoir une équipe chez le client qui a un mandat avec un responsable et qui va cadencer le POC. Alors, un POC, c'est quoi? C'est
faire à petite échelle ce qu'on veut développer à grande échelle sur un client. Et donc on l'a fait sur des sociétés de services, je ne citerai pas les noms, mais les grandes sociétés de services françaises que vous connaissez. Il y en a avec qui ça a marché, d'autres avec qui ça n'a pas marché. Et l'élément commun, l'élément qui différencie on y va, on n'y va pas, c'est une vraie décision d'y aller sur le principe de la direction, qui dit on n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on aille par là. Mesurer l'empreinte environnementale d'un parc informatique, par exemple, de savoir ce qu'on a, où on va, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va le mesurer dans la durée, etc. De le faire sur une petite échelle, une division du groupe, un service, un site physique, etc. Et l'emmener et le déployer. Quand ça marche, ça veut dire qu'en face, on a une équipe qui a vraiment un mandat et qui est engagée sur le sujet et qui a un calendrier. Voilà. Quand ça ne marche pas, en fait, ce dont on s'est aperçu, et puis on a peut-être aussi nous un peu de mal à le détecter de temps en temps, c'est qu'on a en face de nous des gens qui viennent se renseigner sur ce qu'il est possible de faire, mais pas avec vraiment la volonté de le faire, et on perd du temps tous, le client et nous. Voilà ce que peut-être je peux commencer à dire sur ce sujet. Très bien, merci. Clémence, chez Daher, quels sont les obstacles que vous rencontrez sur des POC qui ont pas? Pourquoi les POC ne fonctionnent pas? Ouais. Je suis totalement d'accord sur le fait de constituer une équipe. À mon sens, le frein principal lorsque on n'arrive pas à passer du POC à l'industrialisation, c'est vraiment le fait de ne pas avoir réussi à embarquer toute l'équipe projet dès le début. Et c'est vrai que chez Daher, du coup, on essaie de le faire pour tous nos projets d'innovation. Typiquement, je vais prendre un exemple concret, mais quand on parle d'intelligence artificielle, on aurait pu partir vite avec ChatGPT, vouloir déployer à grande échelle. Et c'est d'autant plus le cas que pour les directions innovation, on a tendance à vouloir être agile, à aller vite. On fait beaucoup de veille, on regarde les tendances, etc. Donc on est poussé aussi à être agile et à aller très vite. Mais ce qui nous a poussé derrière aussi à se poser les bonnes questions, c'est quel est le besoin initial, quels sont les cas d'usage qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Et pour reprendre l'exemple de ChatGPT, la DSI nous a clairement dit non. C'est pour des questions de sécurité des données, etc. C'était pas possible. Donc ça ne veut pas dire que c'est un projet qu'on n'a pas déployé. Aujourd'hui, on utilise Copilot, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'à un moment donné, il faut être capable de se reposer la question du besoin et surtout faire valider le projet par tout le monde. Donc la question de l'équipe, elle est hyper importante, la question du besoin aussi. Et il faut aussi se poser la question du gain. Donc qu'est-ce qu'on a derrière à gagner si on déploie un projet d'innovation avec une start-up? Est-ce qu'on va gagner du temps? Est-ce qu'on gagne en efficacité? Est-ce qu'on gagne en productivité? Ça peut être plein de choses. Mais c'est aussi une question qu'il faut se poser. Et généralement, si on ne se les pose pas, on a plus de mal, en tout cas, à passer de l'expérimentation à l'industrialisation. Parfait, merci. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Exactement. Xavier? Alors, qu'est-ce qui peut faire échouer un POC? La liste est longue, je pense qu'on pourra en parler ensemble pendant 1h30, on en a vu beaucoup. Nous, côté TDF, l'activité dont moi je m'occupe côté TDF, c'est la 5G privée. Donc, c'est assez nouveau, innovant. Et on a beaucoup de demandes de POC parce que les gens veulent tester. Donc les principaux critères qu'on peut mettre en avant sur l'échec du passage à l'industriel, c'est le premier, ça peut être la technique. C'est de moins en moins vrai. Le client a des experts, nous avons des experts, ils sont tous à niveau, ils sont des gens passionnés, ils se parlent et en général, quand il y a des soucis, ils sont levés relativement rapidement. Le seul point sur lequel on a des grands blocages, c'est la cybersécurité. Si le client n'a pas embarqué ses équipes cybersécurité en amont du POC, au moment de passer à l'industriel, c'est bloqué, ça s'arrête. Et on n'y passe pas. On peut s'arrêter temporairement, mais vous perdez la dynamique du POC et le client n'y revient pas, ses équipes passent à autre chose, ou vous arrêtez définitivement. Parce que les équipes cyber ne sont pas très contentes de ne pas avoir été embarquées à l'origine. Donc ça, c'est le premier point. Technique, c'est la cybersécurité pour nous. Ensuite, ça rejoint un peu ce qui a été dit, c'est quand on arrive chez un client, on est souvent face à une DSI ou une direction technique qui a eu quelque part un besoin métier qui est remonté, et qui essaie de le mettre en POC, mais sous un angle extrêmement fonctionnel, technique, sans embarquer le métier. Si vous n'embarquez pas le métier, une fois que le POC ou les aspects techniques ont été validés et que vous arrivez vers le métier, vous avez des obstacles, vous ne passez pas à l'industriel. Embarquer un métier, ça peut ne pas suffire, donc ça, c'est ce que je demande aux commerciaux aussi, c'est faites attention. Il y aura toujours une question de ROI au bout. Qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça amène? Donc embarquer un seul métier, c'est peut-être pas suffisant. On le voit sur des exemples, on vient pour un usage. Le POC fonctionne très bien au moment de passer au monde industriel, mais le client se pose des questions un peu plus précises sur le ROI.
Et si on n'a qu'un seul usage, la 5G privée, elle n'a pas de sens. Et en tout cas, on ne tient pas le ROI. Donc embarquer un métier, c'est bien, mais embarquer plusieurs métiers, c'est mieux. Donc, nous, on est formés, les commerciaux sont formés à aller chercher des usages ailleurs dans l'entreprise. Et enfin, on le voit tous, ce qui peut être gênant, c'est la résistance au changement. C'est parfois difficile à anticiper. On a réalisé un POC il n'y a pas très longtemps, où nous, on fournit la couche connectivité. On avait un partenaire sur les terminaux mobiles, Durci, et un partenaire sur la partie digitale, c'est-à-dire logiciel, qui était sur les terminaux. Tout le POC a été bâti, et puis au final, la DSI est venue mettre les terminaux dans les mains des usagers. Ça a duré une semaine. Les terminaux ne fonctionnaient pas du tout dans l'environnement du client. Enfin, ça s'est très mal passé. Donc les gars ont posé les terminaux, ont repris ce qu'ils avaient, ils sont passés à leur travail quotidien. Et le POC, il s'est arrêté tout seul. Parfait, merci. Barre, SNCF. Donc, tout est dit. Après, pour ajouter, c'est que normalement, quand on réfléchit à un POC ou à une innovation, une idée, l'idée forcément est tellement brillante, certainement, mais on est tellement focalisé sur l'idée qu'on oublie l'utilisateur et ses bénéficiaires. Donc, si dès le départ on réfléchit en fonction d'utilisateur, comme disent mes collègues, sur les métiers, le POC sera mieux réussi. C'est les choses que parfois on oublie, tellement l'idée quand il arrive est tellement intéressante et on sait que ça va être certainement intéressant qu'on oublie cette partie-là et à la fin on regrette parce que l'innovation elle doit être flexible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on le développe dans l'environnement que nous sommes dedans et que avec les données qu'on a à disposition, tout ça va potentiellement marcher parce qu'on l'a développé sur cet environnement. Mais il faut qu'il marche aussi dans les autres environnements. Donc ça veut dire que si on change d'un métier à l'autre, il faut pas qu'il bloque, donc parce qu'on perd la confiance du métier. Et une fois qu'on a perdu la confiance, même si on règle le problème, on les a perdus. Ils vont pas l'utiliser dans notre environnement ferroviaire. Et il y a la sécurité, il y a tous les enjeux importants qui vont jouer. Et que si on perd leur confiance, même si on rattrape au milieu, on les a perdus. On ne peut pas revenir sur les pas. Les pas. Et donc ça, c'est un obstacle. Et d'autres obstacles, on n'en a pas parlé, c'est les modèles économiques, les sponsors. Parce qu'au départ, quand on commence un POC, c'est une idée, ça n'a jamais été fait, et il faut trouver les financeurs pour qu'ils nous accompagnent pour arriver à un moment que ça va marcher. Donc pour ça, ce qu'on fait, nous, on montre la faisabilité d'études pour qu'ils voient, on les embarque dès le départ, pour qu'ils voient l'intérêt. Même si au milieu, on sait que peut-être ça ne va pas marcher, un POC, toujours ça ne marche pas. Mais quand on les intègre dès le départ et on intègre le métier aussi, ce serait un POC qui est réfléchi dès le départ et ça serait mieux réussi. Après, ce qui est aussi, on ne prend pas en compte, c'est l'accompagnement de métier. On envoie un POC, on l'envoie en industrialisation, mais on accompagne mal. Et que dès le départ, si on est avec le métier, on leur montre l'intérêt, l'avantage, les bénéfices, tout ça, ce serait mieux accepté. Ça va, pour l'industrialisation, on sera mieux réussi. Très bien, merci. Donc, ce que j'entends, c'est ça, c'est effectivement quelqu'un qui arrive avec toujours la meilleure idée, la très bonne idée. Il faut qu'il voit aussi plus large que simplement la solution, mais qu'il regarde un petit peu les besoins métiers, les besoins des services, les embarquer dès le début aussi pour faire la gestion du changement. Donc vraiment dès le début pour leur expliquer un petit peu ce qui se passe, éviter vitesse et précipitation. Mais je vais ajouter une petite chose, c'est l'argent, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On a encore pas mal de clients qui nous disent « c'est super votre truc, mais j'ai pas de budget, est-ce que vous pouvez faire un POC gratuit ?» Évidemment. Ouais, non, mais les demandes, on les a quand même. Donc, mais ça marche pas.
Donc voilà, effectivement, ça aussi, c'est un élément de réussite. Et effectivement, tu as raison, la finance, celui qui va payer la facture, donc le métier, etc., c'est effectivement de les inclure dès le départ. Et un mandat, un budget, un calendrier, et évidemment toutes les composantes associées au projet, ça fait... normalement, ça va au bout, ça peut être industrialisé. S'il manque un de ces éléments, vous êtes à peu près sûr que ça n'ira pas au bout. Le sponsor dès le début, le client étant finalement aussi un sponsor potentiel avec son implication dès le début. Comprendre le ROI aussi pour l'entreprise et le bénéfice qu'il va en tirer. Comme je dis souvent, on entend partout, on voit partout, surtout sur LinkedIn, j'accompagne les entreprises, etc. Non, moi je vends et je facture un service. Voilà. Alors, évidemment, on accompagne, mais surtout on vend et on facture. Voilà. Donc c'est important d'avoir celui qui a les clés de la bourse dans l'histoire. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Bahar aussi, c'est l'agilité, la flexibilité aussi pour pouvoir aussi ajuster le POC sur l'industrialisation en fonction du client qu'on a embarqué dès le début pour s'assurer effectivement que la solution répond bien à sa problématique. Quelqu'un d'autre, vous voulez ajouter sur les clés de succès un point, puisque on a parlé obstacles, mais aussi clés de succès, donc finalement on a fait un peu... Oui, un peu sur les... peut-être, je prends la parole, pardon, mais sur les clés de succès, tu disais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais quand on lance un POC chez un client, il y a une dynamique de départ. Enfin, le client est motivé, ses équipes sont motivées, il ne faut pas qu'on traîne, parce qu'on la perd assez rapidement. Hein. Ils ont tous leurs problèmes quotidiens, les nouveaux projets qui arrivent. Donc on doit être prêt très rapidement et on doit pouvoir exploiter le POC très vite pour que le client ne se désengage pas. Ce qu'on fait nous, TDF, par exemple, sur des POC en termes de 5G privé, c'est qu'on a 2 valises maintenant. On arrive chez les clients, on ouvre la valise, on tend l'antenne, on fait on et le réseau est prêt. Voilà. Et on démarre le POC extrêmement rapidement grâce à ça. Ouais. Merci. Alors j'ai une question pour toi, Bahar. SNCF, les temps, j'imagine, de développement sont longs. Les POC et les clients que tu as, ce sont des clients internes, principalement, c'est ça? Donc finalement, les temps sont peut-être différents de nos autres intervenants sur le passé du POC à l'industrialisation. Oui, bien sûr. Nous, quand on change, c'est sur national. Et donc, on en a au moins, on touche 20 000, 30 000 personnes à chaque fois quand il y a un POC et qu'on industrialise. Donc, pour ça, il faut être vigilant. On est très, très vigilant sur la partie industrialisation. Et donc, il y a plusieurs choses à respecter sur un POC. C'est les performances économiques, sécurité, environnement. Donc tout ça, c'est dès le départ, il faut qu'on réfléchisse sur ça. Peut-être moi personnellement, je travaille sur les nuages de points et on a plusieurs POC qui sont industrialisés, mais au départ, on ne connaît pas les intérêts. Donc c'est très important d'embarquer les métiers dès le départ et leur expliquer les enjeux, les gains, et tout ce qui potentiellement ça leur fait peur. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont toujours réussi à faire leur travail sans numérique. Donc c'est quoi l'intérêt de numérique pour qu'ils viennent avec nous? Donc on leur montre comment ils vont gagner du temps en performance, en sécurité pour rentrer dans le POC avec nous. Et ça, c'est des choses et leur exigence, parce qu'il faut les intégrer. Ils sont forcément assez exigeants, les métiers SNCF, comme tous les autres métiers. Et c'est là qu'il faut voir comment on peut les intégrer avec nous et que c'est forcément pas facile au départ. Donc on essaie vraiment d'aller dans leur sens et montrer qu'est-ce que c'est les résultats pour qu'ils puissent un peu envisager, un peu voir comment ils peuvent gagner du temps dans ce changement. Merci. Bon, on voit que quelle que soit finalement l'industrie, les problématiques sont les mêmes et les clés de succès finalement se rejoignent. Alors justement, maintenant, j'ai envie de te poser une question plus spécifiquement sur vos métiers. Est-ce que tu aurais un exemple de POC que tu as développé au sein de la SNCF et nous expliquer un petit peu la genèse et les différentes étapes? Oui, on a plusieurs POC qui ont été industrialisés. Juste ce que j'ai oublié d'en parler aussi, c'est qu'il faut être au bon moment, au bon endroit. C'est que si on développe un POC, c'est tôt pour le montrer, pour industrialiser, on perd des gens. Et si c'est tard, c'est tard.
Donc, c'est déjà été développé ou il y a une autre solution qui a été proposée et donc notre POC tombe à l'eau. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça. J'ai toujours l'exemple je sors de SNCF, mais la batterie, les voitures électriques, c'est que les batteries électriques et tout ça, ils sont arrivés au fin du 19e siècle, début 20e siècle. Mais on ne les a pas accueillis comme maintenant. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est que l'autonomie de batterie n'était pas suffisante. Ils n'avaient pas pensé au rechargement de batterie. Donc, les clients, après, qu'est-ce qu'ils vont faire quand la batterie, ça se finit ? Ou après, ils avaient d'autres problèmes aussi parce que le pétrole arrivait au même moment, donc ils ont perdu le marché. Et donc, c'est des choses qu'on n'avait pas pensées dès le départ. Donc, on perd les clients. Mais maintenant, c'est le moment parfait. On parle d'environnement, on a pensé aux stations électriques et tout ça, donc ça marche. Donc, de notre côté, c'est pareil. C'est que quand on propose une solution, il faut que ça soit au bon moment. Ça, dans le sujet, quand on voit les mainteneurs, ils galèrent avec le changement climatique, il y a plusieurs problèmes qu'on doit anticiper et on leur propose des solutions. Donc l'exemple, c'est nous, tous les mainteneurs, toujours jusqu'à maintenant, depuis des années, ils vont sur terrain et ils vont calculer le volume de ballast visuellement. Ballast, c'est les cailloux autour des rails qui tiennent les rails pour maintenir les voies et empêcher les déraillements. C'est très important, c'est un sujet très important. Mais c'est toujours, on l'a fait visuellement. Et donc, on n'avait pas de volume exact. Dans un nuage de pont, on pouvait leur proposer une solution. Mais il faut être vigilant au départ. Donc, ça, je vais résumer parce que je parle beaucoup. Et donc, déjà, de notre côté, on a regardé, est-ce que c'est possible de calculer le volume de ballast ? Donc, on a vu que oui, c'est possible. Mais nous, on n'est pas expert voie, on n'est pas expert ballast. Donc, pour ça, on a contacté un métier, Cyrine, qui était responsable d'opérationnel pour intervenir sur la voie. Donc, elle connaît parfaitement son sujet. Elle y va presque tous les jours sur la voie pour calculer ce volume de ballast. Et heureusement, nos métiers, dans toute l'époque qu'on a industrialisé, ils étaient avec nous. Ils ont accepté ce changement. Et donc, elle nous a accompagnés pas à pas sur une méthode vraiment agile. C'est-à-dire, un développeur de son coin, il est vraiment fort dans son environnement virtuel, mais ça reste virtuel. Et elle, qu'elle est sur terrain, et elle a la connaissance terrain. On a fait le pont, on a développé en même temps, à chaque fois, on le fait valider avec les résultats avec le métier. Et on est arrivé à un POC qui était 100% industriel. Et maintenant, on l'utilise. On n'y va pas sur terrain sans les résultats de ce POC. Donc à mon avis, on n'arrivait pas à le faire si elle n'était pas avec nous. Donc c'est la clé de réussite. Merci. Xavier, point de vue d'un business développement, comment décide-t-on qu'un POC mérite d'être transformé en offre industrielle ? Alors c'est le client qui décide, oui. Toujours. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on essaie de voir quand même, c'est si on peut reproduire. C'est-à-dire qu'on fait un POC chez un client, on va tester un certain nombre de fonctionnalités, d'usages. On aura investi, malgré tout, le client, même si on lui demande de payer le POC, il n'en paiera qu'une partie. Donc ça va toujours nous coûter un peu d'argent, tout ça. Donc on fait très attention au contexte dans lequel on travaille. Ce qu'on va regarder quand même, c'est effectivement comment on peut reproduire ce modèle chez d'autres, chez des confrères du client. Si on fait de la logistique, on ira voir DR, puis on ira voir vos confrères, évidemment, pour continuer à vendre ce concept ou ces nouveaux usages. Mais c'est vraiment ça, quoi. On le valide avec un client et on voit de quelle manière on peut en faire un produit un peu structuré, en décrivant les usages de façon extrêmement précise. Et voilà comment on procède côté TDF. Pour réussir également, on ne le fait pas seul, c'est-à-dire que nous, on fournit une couche de connectivité, donc c'est assez simple, on n'est pas dans l'usage réellement. Donc ce qui est important pour nous, c'est de bâtir un écosystème de partenaires. Donc partenaires, j'entends les usages métiers qui vont venir se greffer sur cette connectivité, donc les fabricants de terminaux,
les éditeurs de solutions logicielles mobiles, là, de RP, de suivi, de traçabilité, par exemple, les fabricants de caméras 5G, les sociétés spécialisées dans l'IA, par exemple, donc analyse d'images, temps réel, etc. Donc on s'entoure de tout cet écosystème. Et quand on est chez un client pour un POC, on vient avec nos partenaires. Ils connaissent les métiers, ils savent leur parler, ils connaissent les cas d'usage. Et donc ils viennent alimenter ce POC et le potentiel ROI qu'on pourrait avoir autour de ça. Et quand on l'a fait, on tente de le reproduire. Alors j'ai une question. Tu parles de... En fait, c'est un peu du co-développement avec ton client. Comment vous gérez l'IP dans ce cas-là, la propriété intellectuelle? Est-ce que ça, c'est une problématique ou non? Non, on ne le rencontre pas. Enfin, on vient amener des briques standardisées en termes d'usage. On fait rarement un développement spécifique pour un client, sur lequel on pourra avoir cette question, évidemment. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre aujourd'hui de notre côté. Ouais. Et vous avez la liberté de pouvoir réutiliser ce produit pour d'autres clients, même si le client original a quand même servi en priorité à vous alimenter pour faire que ce soit un succès finalement. Oui, c'est ça. On essaie, alors ce qu'on essaie de faire, c'est d'embarquer le client pour s'en servir de référence, de le faire témoigner si on peut le faire témoigner. C'est toujours un peu difficile, mais on essaie de le valoriser comme ça d'un point de vue communication, marketing. Mais pour le reste, effectivement, il n'y a pas comment dire, ce sont des solutions standards, donc on peut les déployer ailleurs que chez ce client sans qu'il y ait de questions à se poser. Ouais. Merci. Clémence, chez Daher, comment intégrez-vous une nouvelle technologie issue d'un POC dans les opérations courantes et autres? Vaste question. Peut-être pour expliquer un petit peu comment on procède chez nous. Déjà, on a une roadmap stratégique et quand on souhaite faire une expérimentation avec une start-up, on l'inclut dans notre roadmap. Donc il y a des projets qui sont hyper urgents qu'on va inclure très facilement dans notre roadmap, d'autres un peu moins qu'on va pouvoir voir un peu plus tard. Donc on se pose toujours la question de l'urgence, du gain avant d'inclure un projet dans notre roadmap. Ensuite, on a tout un comité qu'on a créé chez Daher qui nous permet en amont de chaque projet de valider la pertinence du projet, de valider le besoin, les cas d'usage, le site aussi sur lequel on va le tester et potentiellement les sites sur lesquels on va les déployer derrière. Donc on se pose déjà cette question du déploiement en amont de l'expérimentation. Et puis ensuite, dès lors qu'on lance l'expérimentation, on va avoir une gestion de projet un peu facilitée, un peu accélérée. Alors je rassure tout le monde, on paye nos expérimentations. On va garder les coordonnées. Alors on est sur des sujets logistiques, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais... Donc voilà, on a des grands jalons qu'il faut respecter tout le long du projet. Et puis à la fin du projet, on va vraiment se poser la question de ce que nous a apporté cette expérimentation avec la start-up. Donc est-ce que c'est un échec? Si c'est un échec, pourquoi? Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? Si c'est une réussite partielle, pourquoi ça n'a pas été une réussite totale? Est-ce que ça vaut le coup de le déployer à plus grande échelle? Ou est-ce qu'il faut s'arrêter à cette expérimentation sur tel site logistique en particulier? Et puis, si c'est une réussite totale, là, on ne se pose pas 10 000 questions, on va pouvoir déployer à plus grande échelle le projet. Donc, on se pose toujours cette question du besoin, du gain. On se constitue l'équipe très en amont. On parle du déploiement dès le début du projet, avant même l'expérimentation. Et c'est ce qui nous permet derrière d'accélérer un peu le projet à la fin. Et une chose aussi dont on n'a pas... Enfin, on a un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais... il y a aussi des questions qu'il faut se poser côté start-up, notamment quand une start-up, quand on lance un projet avec une start-up, on se pose toujours la question du business model. Est-ce qu'on est capable, nous, d'être client d'une solution et est-ce qu'on est capable derrière de financer une solution à grande échelle? Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est la maturité de la technologie. Est-ce que cette techno qui est proposée par la start-up, elle est suffisamment mature pour qu'on puisse déployer rapidement la solution chez nous? Donc c'est aussi des questions côté start-up, je pense qu'il faut aborder très rapidement dans les premiers échanges avec une grande entreprise, et notamment avec nous. Et puis derrière, donc, quand le projet fonctionne, qu'il est déployé, nous, c'est notre rôle aussi côté innovation de capitaliser un peu sur le projet qu'on a pu expérimenter. Donc on va communiquer en interne, en externe. Ça va aussi permettre à d'autres sites chez nous de s'intéresser à ce qu'on fait, de s'intéresser à l'expérimentation qui a pu être faite chez nous, et potentiellement de vouloir avoir la solution technique chez eux. Donc on communique énormément. On communique aussi sur notre canal LinkedIn Login by Daher que je vous invite à suivre. Et puis on va aussi faire une conduite du changement. Donc on va expliquer en quoi la solution
répond à un vrai besoin. On va accompagner aussi les opérations dans la mise en place de la solution. Et on va aussi démystifier les peurs parce que, en tout cas sur les sujets logistiques, on peut avoir des craintes parce qu'on parle de robotisation, on parle d'automatisation, on parle d'IA. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent faire peur. Et nous, notre rôle côté innovation aussi, c'est de rassurer sur ce qu'on décide de lancer comme projet ou non. Donc voilà. Très intéressant. Justement, sur ces côtés automatisation, justement, la peur et peut-être la réticence des opérateurs à adopter ces nouvelles pratiques et ces nouveaux systèmes. Concrètement, comment vous gérez le changement sur ces côtés-là ? Alors déjà, tous les projets avec des startups ne passent pas le stade de l'expérimentation. J'en parlais tout à l'heure, on se pose la question du besoin. Donc fatalement, s'il n'y a pas forcément un besoin qui est hyper crucial, on ne va pas expérimenter tout de suite. Ou en tout cas, on le fera peut-être un peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça arrive souvent, hein, on voit des solutions qui sont hyper intéressantes, hyper innovantes, des technologies folles, et on a vite envie de nous aussi les utiliser, de les déployer, etc. Mais en fait, on se rend compte quand on calcule le gain que ça ne va pas nous rapporter grand-chose, ou en tout cas que ce n'est pas hyper intéressant pour l'activité de DR. Et donc, dans ces cas-là, on ne va pas forcément déployer la solution parce qu'il n'y a pas de gain derrière. Donc c'est un deuxième élément de réponse. Et le troisième, quand on déploie une solution, on se pose toujours la question de ce que ça va nous rapporter. Alors c'est pas juste financier, hein, ça peut être du temps, ça peut être de la productivité, ça peut être de l'efficacité, ça peut être plein de choses. Mais une fois qu'on a déjà cette notion de gain, directement ça permet de justifier aussi une nouvelle solution et le déploiement de cette solution chez nous. Donc c'est des premiers éléments qui nous permettent de convaincre derrière que la solution est intéressante pour le groupe. Et ensuite, on va accompagner, on va faire de la formation, on va sensibiliser, on va expliquer comment utiliser ou non une technologie, etc. Il y a quelque chose qui était très intéressant, dont vous parliez des startups. Et justement, j'imagine que vous regardez aussi la viabilité de la startup et l'espérance de vie de la startup qui développe un produit pour s'assurer qu'effectivement le produit va vivre dans le temps. Oui, totalement. Alors, je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose là-dessus. Alors moi, oui, parce que ex-startup. En fait, quand l'entreprise démarre, on a une idée. Bon, je vais vous passer rapidement, ça sert à rien, mais on développe un logiciel qui fait un truc que les autres ne font pas. Et les premiers clients, quand on leur montre la V0, ils disent « il me le faut ». Mes premières questions en disant « c'est votre viabilité, vous en êtes où, etc. » C'est une V0. Donc, si l'idée vous plaît, ok, il faut se lancer. Et en fait, leur première question, c'est notre viabilité. Et donc, ce qu'on a fait, et je pense que c'est important pour tous ceux qui ont l'idée de développer une application un jour, etc., c'est on a, avec une entreprise qui fait ça, déposé les codes sources dans cette entreprise qui assure aux clients la continuité de l'exploitation de notre logiciel au cas où on viendrait à ne pas survivre. Et à trouver des sociétés qui sont capables de reprendre ces codes sources pour pouvoir assurer la continuité de l'exploitation du logiciel. Donc ça permet une certification, etc., avec un certificat qu'on fournit au client qui lui assure que si il va sur la V1, il y aura une V2, il y aura une V3, etc. Alors comme on est ex-startup, ça veut dire qu'on est déjà à la V3, donc le problème se pose un petit peu moins qu'il ne s'est posé, mais c'est hyper important pour les grandes entreprises, parce que là je parle de sociétés, je vais en citer quelques-unes, mais c'est Altran, Capgemini, ça a été Forestia, SPI, etc. Donc c'est des grandes entreprises, et on répond à des besoins qui sont extrêmement spécifiques, c'est une niche, donc il n'y a pas d'offre qui existe sur le marché toute prête à lancer. Donc il faut dire ok, j'y vais, je vais faire de la co-construction, mais je ne peux pas prendre tous les risques non plus de choisir cette solution si jamais elle n'est pas pérenne. Et donc ça c'est un élément important, et ça existe, il faut le savoir, d'assurer à son client le fait que ça ne sera pas de l'argent perdu parce que quelqu'un sera capable de reprendre le sujet si jamais on ne survit pas. Ce qui est un sujet pour les startups quand même. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de startups qui survivent, mais pas très longtemps, quoi. Ouais, déjà être une ex-startup, c'est déjà une performance. C'est bien, exactement. Justement, ça me fait rebondir, Bar, j'ai une question pour toi et SNCF. Les solutions que vous développez, c'est des solutions que vous développez en interne ou vous allez chercher des startups à l'extérieur? Puisque les temps de certification sont des temps quand même qui sont assez longs, suivant sur quel métier de la SNCF on va. Donc il y a peut-être aussi cette notion qui peut être complexe. Exactement. Nous, on a le lien avec le métier, la connaissance un peu de terrain.
Et on développe l'époque, la solution, avec tous les aspects qui peuvent être intégrés dans cette solution. Mais après, on passe chez nos filiales et qui font l'industrialisation pour nous. C'est toutes les démarches POC chez nous, c'est qu'on développe, on regarde tous les aspects qui est faisable, pas faisable, on intègre tous les problèmes qui est potentiellement dans le POC. Et après, une fois qu'on sait que ça marche, on teste même sur quelques zones pour voir si vraiment ça marche, le métier est content. Et après, on passe en industrialisation avec nos filiales. Est-ce que vous avez Clémence, tu en as parlé un petit peu, des post-mortem qui sont faits à la fin de chaque projet, hein. Vous avez des espèces de comités qui se réunissent pour savoir un petit peu le POC, pourquoi est-ce qu'il a marché, pourquoi il n'a pas marché. Vous faites cette espèce de travail ? Oui, systématiquement. Ouais. Ça, c'est l'expérience. Voilà, de faire des reviews. On fait les lost reviews parce que ça, tout le monde les fait partout, etc. Mais on en fait aussi les win reviews. Voilà, c'est qu'est-ce qui a fait la différence entre le sujet qui a marché et le sujet qui n'a pas marché pour ne pas reproduire l'erreur. Bon, on retrouve toujours un peu les mêmes sujets, hein, c'est ceux qu'on a cités. On a oublié une partie de l'équipe, on a oublié l'utilisateur, on a oublié la finance, le sponsor n'en était pas vraiment un. Il y avait l'envie de tester quelque chose de super nouveau, puis après ça se confronte à la réalité de la mise en production, etc. Donc c'est de le faire systématiquement et de le partager aussi avec le client. Voilà, on n'a pas réussi, c'est pas de notre faute, c'est pas de la vôtre, ensemble on a raté quelque chose. Qu'est-ce qu'on a raté pour que ça ne se reproduise pas? Et donc ça veut dire que potentiellement vous avez des POC qui viennent de demandes clients, quoi. Le client peut vous amener sur un POC, sur des idées de POC que vous pourriez développer. Enfin, je parle globalement. Hein. Les clients sont très très créatifs. Hein. Si on les écoutait, je crois qu'on en serait à la 25e version du logiciel avec 25 fonctionnalités supplémentaires. Là où par contre on est obligé de dire non, en disant non. J'entends que ça pourrait être super, etc. Ou alors c'est vous qui le financez, mais c'est pas moi, quoi. Parce que là, je reparle côté patron d'entreprise. Un logiciel à développer, ça coûte une fortune. Je veux dire, nous, on est aujourd'hui presque 30, mais un logiciel comme ça, c'est 1,5 million d'euros. Donc c'est mes sous à moi. Hein. Donc quand le client il dit j'aimerais bien faire un module de plus, un sujet, etc. Je dis tranquille. Hein. Un module, c'est 200-300 000 euros. Vous les avez, vous? Parce qu'il faut le développer. Hein. Voilà, c'est beaucoup de travail. Enfin, l'IA, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc voilà. La co-construction, ce genre de choses, c'est aussi savoir dire non. Ça, c'est important. Alors, nous, ce qu'on voit, hein, c'est la règle des 80-20. C'est-à-dire que 80% du temps, c'est le client qui demande le POC. Et 20% du temps, c'est nous qui le proposons parce qu'on a mis tous les filtres dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que le client a l'argent? Est-ce que le client est investi? Est-ce que le métier est investi? Voilà, après qu'on ait vérifié l'ensemble des critères importants, nous, on propose que 20% le POC dans 20% des cas. Mais souvent, c'est le client qui est à l'initiative. Ouais. Et même côté grande entreprise, je me permets de rebondir, mais je pense que c'est aussi important de se poser la question de pourquoi on veut travailler avec cette start-up-là. Et s'il y a beaucoup de développement à faire, il ne faut pas tuer la start-up. Il faut aussi se rendre compte que ce sont des structures qui sont quand même plus petites, plus agiles, certes, mais qui n'ont pas plus fragiles aussi. Fragile, ouais. Exactement. Donc il faut aussi avoir conscience de ça côté grande entreprise. Merci. Il nous reste 13 minutes, donc on va garder un petit peu de temps pour les questions. Merci. En conclusion, ce que je peux dire, c'est merci à vous tous. Et on voit finalement que quel que soit le métier, quel que soit le secteur, finalement, vous avez les mêmes problématiques. Et pour amener un POC à une industrialisation qui soit un succès, finalement, il faut respecter certaines règles. Hein. Embarquer le sponsor dès le début, le client dès le début, s'assurer, montrer qu'on a un ROI, un potentiel intéressant derrière. Et puis aussi, ce qui est très important et que je vois souvent qui est oublié, c'est la gestion du changement, quoi. C'est accompagner les métiers dès le début aussi pour faciliter ce changement et l'adoption du projet. Faire abandonner à quelqu'un un outil physique ou son fichier Excel, c'est un vrai enjeu. Bon, merci à vous. Il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous voulez un petit mot ou un mot dont vous n'avez pas parlé? Si, peut-être effectivement sur le sujet, je pense qu'il y a, on l'a tous dit, peut-être en conclusion, un POC, c'est quoi? C'est une idée qui paraît géniale à quelqu'un. Il faut que ça le soit pour quelqu'un d'autre aussi. Il faut bien vérifier avant, pas imaginer. Je suis un peu un obsédé de la phrase suivante, on pense pas, on vérifie que.
Et il y a plein de choses à vérifier avant, plutôt que je pense que, ça mène systématiquement à l'échec. Voilà, donc il faut aller vérifier auprès de toutes les équipes, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça sera utilisé? Et dans les sujets sur lesquels on travaille, alors on parlait de la SNCF, des gens qui sont sur les voies, dans les métiers que moi je fais, c'est des gens qui sont dans des entrepôts, qui travaillent quand il fait 35 degrés ou quand il fait 12 degrés, qui ont des téléphones qui tombent par terre, etc. Donc des sujets d'usage qu'on retrouve dans tous ces métiers-là. Si on ne va pas leur demander en disant est-ce que tu l'utiliseras, que ce soit un logiciel, un matériel, ou etc., ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment les amener parce que je pense que ça amène systématiquement à quelque chose de pas très bon en général. Parfait. Merci. Xavier, en conclusion, je pense qu'on a sûrement des choses à faire ensemble. Enfin, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je ne suis pas venu pour rien. C'est parfait. Et puis derrière, avec la SNCF sur la partie logistique, peut-être. Sur la partie logistique, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, hein, mais du coup, toujours regarder le besoin, le gain, constituer l'équipe en amont, avoir une bonne gestion de projet, innovation, et puis se poser les bonnes questions avant même l'expérimentation. Et se méfier de celui qui arrive toujours avec j'ai une idée qui est fantastique, qui est géniale, on y va. Fais-moi un chèque, on avance, quoi. Donc, réfléchir aussi au marché. L'idée est bonne, mais il faut s'assurer que le marché répond, l'idée répond à un besoin marché. Merci à vous tous. On a 10 minutes pour prendre quelques questions. Oui, mais merci pour vos interventions. À vous écouter attentivement, j'ai vraiment l'impression que le POC, c'est un objet du passé. Ça ne sert à rien. Soit on le fait mal pour aller vite et ça ne marche pas, soit on le fait bien et c'est un avant-projet. Donc j'ai vraiment le sentiment que dans un monde qui baigne dans la transformation numérique, on continue, où le changement, pour être efficace, doit être continu, et donc embarquer tout le monde. Faire un petit truc quelque part, sans règle de l'art, ça n'a aucune chance d'embarquer et de fonctionner. C'est du temps perdu et de l'argent perdu. Moi, je pense qu'il faut vraiment, je voudrais votre avis, parce que vous faites ça tous les jours, et je le vois moi en tant que consultant, je pense qu'il faut tout de suite partir à la résolution des problèmes réels de l'organisation avec un avant-projet. On peut toujours arrêter un avant-projet, sauf qu'on l'aura bien fait. Et quand on l'arrête, on sait pourquoi. Oh, j'aime bien votre façon de voir les choses. Alors, on a peut-être tous des points de vue un peu différents. Hein. Moi, je fais des POC chez des clients, c'est ce qui est ton cas sans doute. Hein. On ne veut pas y aller si on ne sent pas qu'il y a du succès. Si le client il a la même démarche que celle que vous exposez, nous on est partants tout de suite pour éviter le POC. Après, en interne à la SNCF ou chez DR, c'est peut-être un peu différent. Enfin, vous avez une vue utilisateur, client final. Non, mais c'est vrai qu'avec un client... moi, je suis un commercial, même si c'est ma boîte, je suis commercial depuis 30 ans. Moi, travailler pour un client qui ne va pas signer, sincèrement, j'ai autre chose à faire. Donc voilà, parce que quand on est payé, c'est le métier de commercial, hein. On est payé à ce qu'on signe, pas à ce qu'on signe pas. Donc on évite la perte de temps, etc. Donc on est un peu câblé comme ça. Et donc aujourd'hui, en tant que patron d'entreprise, j'ai gardé ça. Hein. Est-ce que ça va aller au bout? Et c'est quoi la réelle motivation? Et est-ce qu'en haut, il y aura du soutien? Voilà, parce que s'il n'y a pas de soutien en haut, ça va remonter et puis le sujet va s'arrêter. Voilà. S'assurer que le besoin client, du métier client, finalement, est supporté par la direction qui, elle, va faire le chèque à la fin de la journée, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne partout, quoi. S'il n'y a pas un chef qui a dit on fait, vous pouvez toujours causer. Hein. Ça ne se fera pas. Bonjour, Emmanuel Alric de Antico. Alors nous, contrairement à monsieur, nous proposons à nos clients systématiquement du POC parce que ça permet de voir. Ça permet de voir rapidement et de manière économique la viabilité d'un cas d'usage. Alors nous, effectivement, on propose du POC, mais avant de proposer à nos clients d'industrialiser, de déployer, on passe par une phase de MVP qui permet aux utilisateurs de tester effectivement la viabilité pour nous. Alors c'est notre point de vue, hein, on propose systématiquement cette étape intermédiaire avant de déployer. Est-ce que c'est des choses que vous faites, que vous pratiquez aussi ? Exactement. Nous, à chaque POC, comme j'avais dit, on le teste parce que à chaque fois, ça peut fonctionner dans certains environnements, ce que je disais au départ, et que pas dans d'autres environnements où ça peut, pour certains métiers, ça peut être génial, mais pas quand ils touchent plusieurs métiers en parallèle, ça peut être pas forcément génial. Mais c'est pour ça déjà dans le POC, on embarque presque tout le monde. Tout ce qu'on pouvait embarquer pour
que le POC prend vraiment la situation, il prend en compte toutes les situations. Et après, effectivement, on propose le tester. On teste systématiquement. Pour nous, c'est systématique. Exactement. Et après, on passe en industrialisation. Sans ça, l'industrialisation, ça peut avoir vraiment, on aura des choses qu'on n'a pas vues. Comme je dis, on est dans un environnement parfois virtuel, 100% virtuel. Et c'est important de passer par ces étapes-là. Alors ça peut-être pour compléter, ça va dépendre de l'investissement du POC, enfin, l'investissement que ça va réclamer de notre côté. On a parfois des clients qui veulent juste faire un test de couverture extérieure parce que le Wi-Fi dehors ça marche pas. Donc des entrepôts qui veulent faire de la traçabilité sur des équipements qui sont stockés à l'extérieur, par exemple. On vient avec une valise, on ouvre la 5G privée et le client avec ses terminaux, tout de suite, il voit qu'au bout de son parc, il sait scanner et suivre l'état de son stock. Voilà. Et ça nous prend une journée. Et bon, ça, on le fait évidemment. Ouais. Bonjour, merci pour votre intervention. Donc, vous avez parlé plutôt du point de vue de grandes boîtes ou de boîtes déjà accomplies. Pour des startups, j'ai deux questions. La première question, c'est c'est quoi qui marche le mieux? C'est quoi les meilleures personnes à contacter quand on a envie de proposer des POC? Et la deuxième question, c'est quand on fait un POC, est-ce qu'on n'a pas toujours besoin d'un mandat, mais quand il faut partager avec l'entreprise, par exemple, des données, voir si on nous demande, par exemple, est-ce que le modèle va bien marcher, partager les données, est-ce que les entreprises sont sensibles à ça? Est-ce que ça peut présenter des freins de partager du code ou des données avec une start-up qui propose un POC? Alors, la première question, qui contacter, etc. Le réseau. Le reste, vous êtes à peu près sûr que vous n'y arriverez pas. Donc, ça veut dire qu'il faut quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui vous met entre les mains de quelqu'un qui va être bienveillant pour vous accompagner, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est des données. Pour faire un POC, on peut vous en confier, on peut les anonymiser. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Dire, bon, le client peut le faire. On peut le faire ensemble avec lui, on peut le faire nous. Et puis tester sur des données qui sont effectivement, on va dire, sécurisées pour respecter quelques règles. Voilà, c'est pas, enfin, pour nous, ça n'a jamais été un frein et très compliqué. Et c'est les freins techno ou données qu'on a eus, c'est ceux de ne jamais se connecter au SI du client. Voilà, donc on a résolu le problème, on ne se connecte jamais au SI du client. Voilà. Donc on fait l'inverse, c'est lui qui déverse les données chez nous. Et après, on va les chercher à l'extérieur de chez lui, chez ses fournisseurs, chez ses éditeurs, etc., etc. Et on collecte toutes ces données, mais on n'est jamais connecté chez lui. Voilà. Et on lui fait du suivi, etc. Voilà. Le sujet des données, c'est pas très compliqué. Il faut l'adresser, il faut s'en occuper, il ne faut pas passer à côté, mais ça se résout facilement. Pour rajouter un petit peu un aspect là-dessus, c'est vrai qu'il y a toujours une solution sur les données. Moi, je vois, j'ai une start-up qu'on accompagne, justement, qui a besoin de données de clients, et son client lui a dit, moi, je veux bien vous donner des données, par contre, je veux m'assurer qu'elles restent chez vous. Donc, en fait, la start-up a créé une espèce de micro-data center pour stocker les données directement chez elle. Donc, le client a la sécurité, la certitude que les données ne vont pas sortir. Tout à l'heure, j'interviens en bas pour ce sujet-là. Plus de questions? C'est bon? Merci. Je remercie les intervenants. Merci à vous.